Qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Cette citation, les représentants du conseil de quartier de Norgard l'ont prise à bras-le-corps. Anne, Françoise, Marcel, Anne-Marie, Chantal. Au cours de cette balade sonore, ils seront nos guides, nos yeux, nos oreilles, pour nous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d'un quartier en pleine transformation aujourd'hui. Pour nous parler des moments forts de l'histoire de Vannes, le square de la Bourdonnais, construit à l'emplacement d'une caserne d'infanterie, le pavillon de l'Octroi, devant lequel on passe tous les jours près de la gare, sans vraiment connaître son passé, et puis le destin héroïque du résistant Robert Favrel, jeune inspecteur de la SNCF nommé à Vannes en 1941. Sa fille, c'est Françoise. Vous l'avez déjà entendue lors du 2e épisode. Elle nous parlait de l'arrivée du train, il y a 160 ans. Elle avait 4 ans lorsque son père a été arrêté par les Allemands. Elle ne le reverra jamais. Pour nous, elle a accepté de témoigner. Ce podcast s'appelle « Écoutez votre quartier », des habitants qui parlent aux habitants et qui nous rappellent que l'histoire est une boussole pour avancer. Eh bien voilà, d'abord je vous dis bonjour. Je m'appelle Françoise Favrel. J'habite Vannes depuis 1941 et je suis née la mauvaise année, c'est-à-dire je suis née en 1939. C'était pas une très bonne année. Je suis née en début d'année et la guerre a été déclarée au mois de septembre. Je suis née à Paris, dans le 14e arrondissement. Parce que je pense qu'à ce moment-là, mon père était à Paris. Il devait être sous-inspecteur à la gare Montparnasse. Et donc, maman a accouché à ce moment-là. Il a été nommé à Vannes après 39, 40, 41. Et on est arrivé à Vannes en 41. Votre papa est né en 1911. Il a 30 ans lorsqu'il est nommé inspecteur ferroviaire à son arrivée à Vannes. Il arrive au moment où Jules Lincy, également inspecteur ferroviaire, a pris sa retraite. Et le destin de ces deux hommes va être lié à jamais. Oui, parce que donc Monsieur Lincy avait su, il était dans la résistance déjà, lui, il avait su l'arrivée de mon papa et il l'a contacté tout de suite pour lui demander s'il voulait rentrer dans la résistance, ce que bien entendu mon père a accepté immédiatement. Ce Monsieur Lincy, là, faisait partie d'un réseau qui s'appelait Overcloud et qui s'est transformé après en Jade Fitzroy. C'était un réseau anglais et ils étaient tous les deux dans ce réseau-là. Et ils étaient tous les deux responsables de toute la région Bretagne, particulièrement le Morbihan pour mon papa. Donc c'était quelque chose de très important comme responsabilité en tant que résistant. Et très vite, mon père a eu des fonctions importantes dans le réseau. L'objectif des cheminots qui étaient dans la résistance, c'était évidemment de mettre des bâtons dans les roues aux Allemands. Donc j'allais dire, c'était l'endroit rêvé. Et alors autrement, par exemple, vous voyez, je crois que c'est la seule photo où je suis dans ses bras. Et alors à l'époque, mon papa, paraît-il, portait donc des chapeaux. Il était très élégant. Et quelquefois, il portait un béret. Alors ça, je trouve, voilà. Le voilà avec un béret. Là, je pense que mes parents devaient être ou jeune mari ou fiancé. Ça me fait plaisir de voir ça parce que là, c'est mon papa pas figé. Voilà, c'est un papa qui était vivant. Là, je sais qu'ils étaient très élégants. Maman m'a dit qu'ils étaient fiancés là. On pouvait faire dérailler des trains, on pouvait changer les étiquettes sur les wagons, donc du même coup le train n'est plus dirigé à l'endroit où il était prévu. L'intérêt d'un déraillement, selon la façon dont il était organisé, c'est que non seulement le train déraillait, mais faisait dérailler le train d'à côté. Donc ça faisait beaucoup de retard, il faisait plusieurs jours pour arranger tout ça. Et une anecdote intéressante, c'est qu'en 1943, papa a organisé avec d'autres personnes, un déraillement, justement, personnellement, donc le train a déraillé, et il a été, lui, en tant qu'inspecteur de la ville de Vannes, chargé par les Allemands de faire le compte-rendu de ce déraillement. Et il a tiré des conclusions, mon papa, en disant que c'était absolument pas possible que des cheminots aient pu faire une chose pareille, parce qu'il a trouvé des tas d'arguments, c'était pas possible. Je trouve que ça, c'est extraordinaire. Ses activités de résistant ne se sont pas cantonnées à ça. Il était particulièrement actif dans un service qu'on appelle les renseignements. Il allait chercher des renseignements à Lorient, à Saint-Nazaire, à Nantes. Et maman ne savait pas qu'il faisait de la résistance. Donc il s'absentait quelquefois la nuit. Il y avait donc 3 garçons. Et mon grand-père était cheminot puisqu'il conduisait les trains.
Ah d'accord, donc c'était C'est un héritage d'être Oui. de travailler... Bah oui, c'est vrai. Il a démarré à 17 ans. Ils habitaient Évreux quand j'ai connu mes grands-parents. Et mon papa est entré à la SNCF à Évreux, il avait 17 ans. Mais il a passé très vite parce il a été remarqué, quoi. Il a donc passé le concours pour rentrer à l'école supérieure des chemins de fer de l'Ouest. Donc il a été admis le premier, il est sorti major de sa promotion. Ensuite, il a été dirigé vers l'école spéciale des travaux publics section SNCF. Et là encore, il est sorti avec une mention spécialement distinguée. Il avait une moto. Et donc, il filait. Il disait à maman qu'il y avait eu quelque chose sur la voie. Enfin, c'était tout le temps, voilà. Et en réalité, il allait où il devait aller pour son activité de résistance. Puis, il a recruté aussi d'autres agents. C'était important. Et c'était une activité très dangereuse. Parce que quand vous recrutiez quelqu'un, il fallait être certain de l'intégrité de la personne. Parce que si mon père, M. Lacy et d'autres de ce réseau-là ont été arrêtés, c'est parce que c'est un Allemand qui s'est infiltré dans le réseau. Il s'est fait passer pour un Français, etc. Puis il s'est infiltré dans le réseau. Donc pendant plusieurs semaines, sans doute, donc il a tout su. Donc il a pu faire rafler tous ces gens-là. Et vous dites que votre maman n'était pas au courant. À quel moment elle a été finalement, elle a su? Elle n'a jamais été au courant. Elle l'a su quand on lui a annoncé que mon père était mort. Mais comme beaucoup d'autres familles, il y avait 2 cas dans les familles de résistants. Où toute la famille faisait de la résistance, souvent les membres très proches du résistant, dans la famille quoi. Bon là tout le monde savait. Ou alors le cas de mon papa, qui ne disait rien du tout, donc la famille ignorait tout. C'était une façon, si vous voulez, de protéger. Maman et moi, on aurait pu être arrêtés aussi à la suite de ça. Maman ignorait tout. Quand je repense à ça, elle avait 28 ans ou 29 ans. Quand je repense à ça, qu'elle a cherché son mari, qu'elle a fait des démarches, qu'elle a supplié les gens, qu'elle s'est déplacée, elle a écrit des lettres que j'ai là, en disant mais mon mari n'a jamais fait de politique, c'est pas possible, ça doit être une erreur. Elle l'a jamais su. On n'a jamais pu lui donner le moindre renseignement. Donc quand mon père a été arrêté, elle l'a revu un petit temps après quand un train est parti, quand il a pris un train qui partait à Fresnes. Donc elle a su, je ne sais pas comment, que ce train-là emmenait des gens, elle connaissait pas l'histoire de la déportation, les camps, c'était ignoré. Donc elle a su que ce train-là allait passer à la gare et s'arrêter pour prendre ces gens-là. Donc elle est allée. Je me souviens qu'elle m'a raconté. Donc elle n'avait pas le droit de pénétrer sur le quai de la gare pour voir papa. Elle a bousculé les Allemands et elle est allée sur le quai et elle a vu mon père. Et puis ça a été fini. Elle n'a plus jamais revu. Et je me rappelle qu'on envoyait des paquets par le biais de la Croix-Rouge. Mais en fait, ces gens-là n'avaient jamais leur paquet. Vous aviez 4 ans lorsqu'il est arrêté par la Gestapo le 24 novembre 1943. Est-ce qu'il vous reste, Françoise, des images, des sons, des odeurs que vous gardez de cette période pour vous? Des images, j'en ai 2. Quelques jours après l'arrestation de papa, 3 Allemands sont venus à la maison, en uniforme, des beaux gars là. Et moi, j'étais donc toute petite, ma chambre était sur le jardin, et j'avais un petit lit rose en bois, et j'étais dans mon petit lit. Et un des Allemands m'a prise dans ses bras. C'était peut-être un père de famille lui aussi, donc il m'a prise dans ses bras gentiment, pendant que les 2 autres fouillaient la maison. Donc ils ont tout vidé, tous les placards, etc. Et ils arrivent dans la cuisine, devant un placard. Alors, bon, maman ouvre le placard, et il y avait plein de paquets de pâtes. Plein, sur 2 étagères, des pâtes. Alors maman dit, pâtes, ce sont des pâtes pour le bébé. C'est des petites pâtes. Bon, ils sont pas allés plus loin. Ils ont accepté ça. Et derrière les pâtes, il y avait un poste émetteur. Donc, s'ils avaient vu le poste émetteur, maman aurait été arrêtée. Tout le monde sait ce que c'était qu'un poste émetteur. C'était pour être avec Londres, hein. Communiquer avec Londres. Et votre maman savait qu'il y avait ce poste derrière, elle le savait? Oui, mais elle savait pas que c'était un poste émetteur. Papa devait lui dire qu'il écoutait la radio tous les jours, et puis voilà. Non, elle l'a jamais su, elle ne l'a jamais su. Hein. C'est vrai que pendant 2 ans et demi, c'est quand même quelque chose de fou, ça.
Et alors la deuxième image, c'est à la fin. Un jour, là, ça sonne à la porte et maman va ouvrir. Alors moi j'étais dans le couloir, donc j'ai vu les personnes qui étaient derrière la porte quand maman a ouvert. Et donc derrière la porte, il y avait mes deux grands-mères qui étaient en noir et un grand monsieur. Et personne n'a parlé. Donc j'ai su. J'ai su, sans doute par instinct, que mon papa était mort. Merci à Françoise pour la première partie de son témoignage. La semaine prochaine, vous entendrez la suite de son histoire et celle d'un mystérieux cadeau qu'elle va recevoir, une poupée qui va bouleverser sa vie jusqu'à il y a encore quelques années. Kenavo.